Décryptage, Romain Ozoui. Bonsoir à tous. C'est une véritable chasse aux sorcières. Décryptage s'intéresse ce soir à la politique du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard des Kurdes, minorité qui représente plus de 20% de la population, mais qui a de moins en moins voix au chapitre en Turquie. Et c'est sur le terrain politique que cette répression est la plus visible. Nouvelle illustration aujourd'hui avec cette décision de la plus haute cour de justice de Turquie qui donne son feu vert pour un procès consacré à la question suivante: est-ce qu'il faut interdire le HDP, le parti pro-kurde de gauche? Alors on va tenter de décrypter la stratégie des autorités turques à l'égard des Kurdes. Pourquoi cette fermeté toujours plus grande? Où cette fermeté trouve-t-elle ses racines? Quels sont les résultats de cette politique? Et puis comment cela se traduit-il pour les Kurdes de Turquie? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus. Et pour répondre à ces questions, deux invités ce soir à nos côtés en studio. Adel Bakawan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, à l'IREMO et au CAREP, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Et Anissa El Jabri, bonsoir Anissa. Bonsoir. Journaliste au service international de RFI et de retour d'un reportage dans le sud de la Turquie, précisément sur la question kurde. Alors d'abord, première question à Adel Bakawan, comment est-ce qu'on en est arrivé là? À ce que donc, la question d'une interdiction du HDP, donc troisième force politique du Parlement, faut le préciser, cette question se pose aujourd'hui devant la justice. Quand les relations entre les autorités turques et les Kurdes ont-elles commencé à sérieusement s'envenimer? Écoutez, on est tout simplement dans ce que j'appelle l'instrumentalisation politique d'une question majeure au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, vous avez à peu près on n'a pas des chiffres exacts, 25 et 45 millions des Kurdes sans État. La majorité de ce peuple, de cette population se trouve en Turquie, sur le territoire turc, qui représente à peu près 65% de la population kurde. Les Kurdes nous parlent, le nationalisme kurde nous parle de 25 millions de Kurdes en Turquie, qui se présentent à peu près sur 18 provinces en Turquie. Et donc, et c'était là, il faut le rappeler encore une fois, dans le traité de Sèvres, dans les années 1919-20, articles 61, 72, 63, qu'on voulait absolument établir un État pour les Kurdes sur ce territoire-là. L'article qui a été adopté, accepté, mais après la victoire de Kemal Atatürk contre les Alliés, selon le traité de Lausanne, et cet article a été abandonné, caduc, et remplacé par d'autres articles. Si je voulais dire, malheureusement, aujourd'hui, les élites turques, à la fois nationalistes, islamistes, conservatrices, et même certaines parties de la gauche, ils sont dans l'instrumentalisation de cette population-là, loin, très 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 loin par rapport à ce que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité de la mise en place d'une société en parfaite harmonie ou en cohésion sociale. Mais d'où vient cette instrumentalisation aujourd'hui menée en Turquie par le président Recep Tayyip Erdogan? Deux niveaux. Le premier niveau, c'est des calculs politiques. Des calculs, comment récupérer le maximum possible de la base électorale. On sait très bien que les élections s'approchent en Turquie comme en France, n'est-ce pas? Et dès que les échéances s'approchent, malheureusement, et encore une fois, malheureusement, les élites politiques sont dans l'instrumentalisation de tout ce qui est instrumental. Numéro un. Numéro deux, il faut le dire aussi, immédiatement, il y a une infrastructure idéologique derrière cette stratégie-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, la question kurde constitue un complexe pour tous les gouvernements, toutes les élites, sans exception, de la Turquie jusqu'à aujourd'hui. Anissa El Jabri, journaliste au service international de RFI. Alors, il faut rappeler que ça ne s'est pas toujours passé comme ça en Turquie, qu'avant 2015, il y a eu une forme d'ouverture au minimum. C'est ce qui s'est passé sur deux plans, une ouverture vis-à-vis du militaire, vis-à-vis du PKK, ce mouvement qui, je le rappelle, est classé terroriste par les alliés occidentaux de la Turquie, les États-Unis, l'Union européenne. Il y a eu des négociations de paix qui ont démarré discrètement, puis ensuite qui sont arrivées sur la place publique. Et puis, dans le même temps, il y avait une forme d'ouverture
culturel pour le mouvement kurde. Toutes les personnes qui sont rendues dans cette région à ce moment-là parlaient de ça. Et les Kurdes eux-mêmes disent qu'ils ont, en quelque sorte, à cette période, redécouvert leur identité. Et à ce moment-là, en fait, quand Erdogan l'a fait, parce que Erdogan est un homme politique, vous le disiez, il avait aussi pensé, c'est en tout cas ce que m'ont raconté régulièrement les analystes que j'ai rencontrés, il avait pensé tirer les dividendes politiques de la paix. Il avait pensé à ce moment-là que cet électorat-là lui serait reconnaissant de ce geste d'ouverture. Simplement, c'est pas ce qui s'est passé. Juin 2015, c'est le moment où le HDP fait cette campagne très réussie, très festive, entre au Parlement et prive le président turc de sa majorité. C'est identifié, comme tout le monde, par le point de bascule avant la suite de l'histoire. Alors justement, illustration de ce tournant que vous mentionnez, Anissa El Jabri, qu'ont donc représenté ces élections législatives de 2015, quand le HDP a obtenu plus de 13% des voix, privant l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, évidemment le privant de la majorité parlementaire. À ce moment-là, eh bien, la politique des autorités turques à l'égard des Kurdes s'est durcie parce qu'évidemment, cela faisait plus que de l'ombre au président Erdogan. On va écouter le souvenir qu'a le co-président du HDP de cette période, Mithat Sancar. Je me souviens encore, bien sûr, pour moi, la période de campagne électorale et les élections du 7 juin 2015, les premières où nous entrons au Parlement, sont un souvenir inoubliable. Pour moi, c'était sans doute l'un des plus beaux moments de ma vie. Les gens étaient très enthousiastes et avaient de l'espoir. Nous avons fait cette campagne dans une atmosphère de printemps et de fête. Nous avions bon espoir d'obtenir la paix sur le terrain, mais dès que nous sommes entrés au Parlement, l'atmosphère s'est dégradée et à partir de la fin du mois d'août, la guerre a repris et tout est devenu plus lourd et plus difficile. Adel Bakawan, donc voilà, les législatives de 2015, un tournant. Il y a aussi le coup d'État manqué de 2016 oui. Dans cette stratégie, cette politique du président turc Erdogan à l'égard des Kurdes. Oui, c'est très important ce que vous avez dit, chère madame. Seulement deux petites remarques. La première, c'est que de 1920 jusqu'à aujourd'hui, 1921, il n'y a eu que cette petite période, c'est-à-dire de 3 ans de négociations. Statistiquement, c'est une période très très importante, la période de l'espoir, de l'ouverture, des rêves, etc. Et c'est pourquoi j'appelle l'instrumentalisation rapidement, parce que tout simplement, le président Erdogan n'était pas dans la stratégie d'ouverture, mais plutôt dans la tactique, dans la technique. Et dès que, par exemple, les résultats, les conséquences de cette ouverture n'étaient pas dans son avantage, il a refermé aussitôt possible la porte. Alors, autrement dit, il n'était pas vraiment dans la stratégie de l'ouverture, de la société, de la démocratisation, mais plutôt dans des calculs politiques. Donc, HDP capitalise, il ferme la porte. Numéro 1. Numéro 2. Oui, pardon. Non, mais pour aller un petit peu plus rapidement dans ce propos, l'idée de Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui, c'est quoi, d'ostraciser le HDP pour finalement en limiter l'influence. Donc le HDP, le parti pro-kurde, 3e force politique au Parlement en Turquie. Donc, encore une remarque. Il faut le dire immédiatement que HDP n'est pas un parti kurde. HDP, regardez son programme. Il refuse le nationalisme kurde. Il ne l'a pas adopté. Il est très ouvert sur les minorités, les homosexuels, les autres ethnies, les autres groupes sociaux. Donc, il se présente comme un parti de la Turquie et non pas un parti kurde. Ça, c'est très important. Numéro 2, ce qui fait peur à M. Erdogan, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, M. Erdogan est dans la diabolisation de HDP. Pourquoi? Parce qu'il sait très très bien que c'est le HDP qui est l'obstacle majeur devant lui politiquement et électoralement. Cette ouverture d'un parti qui est stigmatisé faussement comme kurde, comme le représentant du nationalisme et comme le bras ou la branche politique d'une organisation terroriste, à savoir le PKK, et que HDP nous demande à Monsieur le Président de la République de prouver cela et qu'il rejette catégoriquement ce lien. Et c'est vrai, idéologiquement, géopolitiquement, stratégiquement, méthodologiquement et au niveau de la grille de lecture, il n'y
n'y a aucun lien. Le lien pourrait être émotionnel. C'est une instrumentalisation. C'est une instrumentalisation et c'est pourquoi M. Erdogan est dans la diabolisation. Et si jamais, et là je m'arrête, si jamais le parti sera interdit ou interdit dans l'avenir proche, même dans ce scénario, M. Tayyip Erdogan ne sera pas gagnant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui s'est passé à Istanbul pendant les élections, n'est-ce pas, et à Ankara, les élections pour la mairie, cette base électorale pro-HDP, je dis pas pro-kurde, parce que cette base est très très large et transcommunautaire, transethnique, vont voter pour l'adversaire qui se présentera face au candidat de M. Recep Tayyip Erdogan. Alors, vous m'avez répondu parce que c'est la question que j'allais vous poser sur finalement les résultats politiques de cette politique du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard des Kurdes. On va évoquer la manifestation de cette politique. C'est évidemment une répression à l'égard des Kurdes et du HDP en particulier. Un témoignage que vous avez recueilli à Nisa El Jabri lors de votre récent reportage. Vous étiez dans le sud de la Turquie. Témoignage de Hüseyin Kaçmaz, député du HDP, et qui raconte les conditions d'arrestation d'un autre député, Ömer Faruk Gergerlioglu, célèbre pour ses combats en faveur des droits humains. On écoute ce témoignage. Quand j'ai rouvert la porte, il y avait des policiers plein le couloir, d'un bout à l'autre, des centaines de policiers. Et ils avaient fermé toutes les portes des bureaux de l'extérieur pour que les gens dedans ne puissent pas les ouvrir et sortir protester. Tous les agents de sécurité du Parlement étaient aussi ici, surtout devant la porte des toilettes. Ömer Faruk était à l'intérieur et ils attendaient qu'il sorte. J'ai demandé ce qu'il se passait. On m'a répondu « Nous avons l'ordre de venir mettre Ömer Faruk Gergerlioglu en garde à vue ». Ömer Faruk a terminé ses ablutions et ils l'ont emmené de force en l'attrapant par le col. Ils ne l'ont pas laissé faire sa prière, ni même s'habiller. Et ils l'ont sorti vers les escaliers en pyjama et en sandales. Voilà, témoignage fort d'un député arrêté, sorti en pyjama, on l'a entendu. Adel Bakawan, ce type d'arrestation au sein du HDP est légion aujourd'hui en Turquie, donc sous cette présidence Erdogan. Écoutez, malheureusement, on vit une période un peu très très particulière de 2000, depuis des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. En Turquie, on tend vers ce qu'on appelle, nous, les politologues, l'autoritarisme démocratique, et voir beaucoup plus de l'autoritarisme que démocratique. Regardez le nombre, pas seulement les HDP, le nombre de journalistes incarcérés en Turquie, le nombre des professeurs d'université, le nombre des chercheurs, le nombre des think tanks interdits. Ça s'inscrit dans une politique... Dans une politique beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, avec qui touche aux droits de l'homme. Exactement, avec une particularité bien évidemment kurde. En fin de semaine dernière, il y a une employée du HDP qui a été tuée lors de l'attaque d'un local du parti dans l'ouest de la Turquie. Est-ce qu'il faut craindre, alors notamment en vue de la prochaine présidentielle qui est prévue en 2023, c'est une date qui n'est pas fixée, est-ce qu'il faut craindre une montée de tension justement dans ce bras de fer? Hélas, le contexte haineux, le discours de vengeance, le discours alimenté par les différentes élites turques, l'instrumentalisation de ces questions-là nous conduisent vers cette fracture, vers plus de vengeance, plus de meurtres, plus d'assassinats, Malheureusement, on ne peut pas être optimiste. Le sort des Kurdes en Turquie au cœur de notre décryptage ce soir. Nos deux invités à mes côtés en studio, Adel Bakawan, chercheur associé à l'IFRI, à l'IREMO et au CAREP, Nisa El Jabri, journaliste au service international de RFI, de retour d'un reportage dans le sud de la Turquie consacré à la question kurde. Ce sentiment de chasse aux sorcières qu'on évoque depuis le début de cette émission ne concerne pas uniquement les forces kurdes politiques comme le HDP. On va écouter le témoignage d'un cinéaste qui a demandé à se faire appeler Hadi Summer pour préserver son anonymat. Il raconte ses conditions de travail aujourd'hui à Diyarbakır, ville du sud-est de la Turquie.
Tous les tournages sont soumis à autorisation. C'est le cas depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Tous les tournages, les reportages, les enregistrements, il faut déposer une demande auprès de la préfecture. Ça peut avoir l'air d'être une procédure normale, mais dès que vous expliquez le sujet, l'autorisation peut mettre très longtemps à arriver, au point de retarder tous les tournages. C'est pour cela qu'on ne préfère même pas essayer de déposer un dossier. Bir durum değil. İzin belgesi için başvurmuyoruz haliyle. Alors c'est un témoignage que vous avez recueilli, Anissa El-Jabri, lors de votre récente mission dans le sud de la Turquie. L'homme ne voulait pas témoigner dans la rue, et ça illustre finalement le climat aujourd'hui à Diyarbakır. Oui, parce que cette rue, elle est dans un quartier très spécifique qui s'appelle le quartier Office, et qui justement avant 2015, au moment où toute cette population kurde redécouvre, c'est ce que m'ont dit des sondeurs sur place, redécouvre en quelque sorte leur identité kurde. Donc à ce moment-là, c'est foisonnant dans ces endroits-là. Il y a des cafés, il y a des pièces de théâtre qu'on peut plus jouer aujourd'hui. Les pièces de théâtre en kurde, le centre culturel a été fermé par l'administrateur d'État qui a remplacé le maire élu. On lisait sans se poser de questions des journaux au terrain. C'est cette rue où nous étions, c'est assez symbolique d'ailleurs du climat. Avant d'y arriver, on a une caserne militaire imposante avec des barbelés. Et quand on en sort, on est à 2 pas à la fois du siège des renseignements et de la préfecture de police. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on parle beaucoup de la question militante, et c'est évident puisque ce sont eux qui sont les premiers visés aujourd'hui. Mais de la même manière que le HDP ne s'adresse pas strictement aux Kurdes, il y a aussi des Kurdes qui jusqu'ici votaient conservateurs, votaient AKP, car pour eux, le HDP était un parti, et vous le disiez à l'instant, qui se prononçait sur des questions, en tout cas, qui ne leur correspondaient pas, notamment sur les droits des minorités sexuelles. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que quand Erdogan n'a pas touché les dividendes de la paix, il a perdu doublement son pari, parce qu'il n'a pas touché les dividendes de la guerre, les dividendes du bras de force. Quand il vient en campagne en 2018 pour se faire réélire à Diyarbakır, il dit à toute cette population dont il pense que peut-être certains encore d'entre eux pourront voter pour lui, choqués par la guerre qu'il ne soutenait pas, en tout cas du côté du PKK. Il leur dit « Je vous ai construit des routes, je vous ai construit des stades de sport, je vous ai construit des nouveaux quartiers. » Sauf que, en fait, toute cette population, finalement, ne veut plus de l'AKP non plus. Ce parti est aujourd'hui devenu un repoussoir pour eux. Ça ne veut pas dire que le soutien au HDP a monté encore une fois, à la suite de ce choix politique, à la suite de ce mouvement politique qu'a fait Erdogan, qui est pragmatique, qui s'est dit « j'ai rien chez eux, j'irai avec les ultra-nationalistes de la droite, je m'occuperai de cette base électorale-là », eh bien aujourd'hui, quelque part, il a perdu sur la totalité de la période. Ce qui arrive aux militants, cette perception, elle s'est aussi étendue à l'ensemble de la population qui a l'impression qu'elle ne peut plus respirer. Et ça se traduit comment politiquement à Delbakawan? Où vont ces voix des Kurdes aujourd'hui? Où vont-elles aller? J'espère bien que pour le HDP, mais le HDP, bien évidemment, interdit. Cette base électorale va automatiquement, vraiment, entrer dans un processus de vengeance contre un président autoritaire qui a interdit un parti qui n'est pas kurde, un parti national, ouvert, démocratique, civil, c'est comme ça qu'il se présente. Et si jamais le parti est interdit, les adversaires de M. Erdogan seront les premiers bénéficiaires de cette base électorale. Numéro 1. Numéro 2, juste pour ajouter une petite information, j'ai envoyé récemment un de mes chercheurs en Irak, en passant par l'aéroport d'Istanbul, Atatürk, pour faire un escale et aller en Irak pour faire un projet de recherche. Un chercheur, il a été arrêté à l'aéroport pendant 24 heures. Pendant 24 heures, des questions sur son téléphone a été contrôlé, ses comptes Facebook, Twitter, tout. C'est pour dire on est dans un contexte hautement global de tension. Qui ne concerne finalement pas que les Kurdes. Qui ne concerne pas que les Kurdes, qui concerne vraiment tous les opposants, tous les adversaires de M. Erdogan. M. Erdogan souhaite une Turquie sans adversaire. Et les Kurdes sont une illustration finalement de cette fermeté du pouvoir turc aujourd'hui. Merci beaucoup Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, chercheur associé à l'IFRI, l'IREMO et au CAREP. Merci Anissa El-Jabri, journaliste au service international de RFI, de retour d'un reportage dans le sud de la Turquie sur la question kurde. C'est déjà la fin de ce décryptage. Rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr pour le réécouter, le podcaster. Restez à l'écoute. Le débat du jour dans un instant. Guillaume Nodin va tirer les enseignements du premier tour des élections régionales qui avaient lieu hier en France.
Priorité santé.